Des jumelles pauvres entrent dans un marché abandonné à la recherche de nourriture, mais trouvent un milliardaire ligoté dans le sous-sol. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce matin-là, le ciel ressemblait à une couverture grise étendue sur la ville. Junipé ajusta la chaussette qui glissait de sa basket déchirée tandis que Maisie comptait les pièces qu'elles avaient trouvées sous le canapé. 3 centimes. Cela n'achèterait rien, mais les jumelles les gardaient quand même dans la poche du manteau qu'elles partageaient un jour sur deux. « Je crois que maman dort encore », murmura Junipé, ses cheveux bruns tombant sur ses yeux. Elles avaient toutes les deux le même visage, les mêmes grands yeux couleur de miel, mais Junipé avait une petite tache de naissance près de son oreille droite. Nena avait pleuré toute la nuit. Les filles avaient écouté, blotties sous la seule couverture qui restait dans la petite maison où elles vivaient. L'avis d'expulsion était sur la table de la cuisine depuis 3 jours. Les factures de service public formaient une pile que Nena fixait chaque matin avec des yeux vides. « Allons-y », dit Maisie, plus déterminée que sa sœur, avant qu'elle ne se réveille. Les jumelles connaissaient le chemin. Ce n'était pas la première fois qu'elles sortaient seules pour trouver quelque chose à manger. Nena n'était pas au courant de ces escapades, ou peut-être que si, et elle faisait semblant de ne pas savoir, car la honte de ne pas pouvoir nourrir ses filles pesait plus que tout. Le vieux marché se trouvait à 6 pâtés de maison de chez elle. Il avait fermé près d'1 an auparavant, à la mort du propriétaire, et personne n'avait voulu reprendre l'affaire. Les gens disaient que l'endroit était hanté. Pour Junipé et Maisie, c'était juste un lieu où elles trouvaient parfois des caisses de fruits oubliés ou du pain que personne n'avait emporté. « Il fait plus froid aujourd'hui », commenta Junipé en se serrant dans ses bras alors qu'elle marchait sur le trottoir défoncé. La petite ville semblait encore plus vide les jours nuageux. « Oui, mais au moins il ne pleut pas », répondit Maisie, cherchant toujours le côté positif de chaque situation. « Regarde, une pièce. » Elle se pencha pour ramasser une pièce sale entre les fissures de l'asphalte. 4 centimes maintenant. Le marché apparut au coin de la rue, avec ses vitres brisées et la porte de derrière entr'ouverte. Les filles savaient comment entrer sans faire de bruit. Elles connaissaient chaque recoin, chaque étagère vide, chaque son que l'endroit produisait lorsque le vent s'engouffrait par les fentes. « Allons d'abord voir dans la réserve », suggéra Maisie. C'était là qu'elle trouvait habituellement des boîtes en carton avec des pommes légèrement abîmées ou des pommes de terre encore bonnes à manger. Mais ce jour-là, tout était vide. Même les boîtes n'étaient plus là. « Peut-être à l'avant », dit Junipé, essayant de ne pas paraître déçue. Les 2 filles traversèrent le couloir sombre, leur pas résonnant faiblement. C'est alors qu'elles l'entendirent. Un son grave, comme un gémissement. Les jumelles s'arrêtèrent, se tenant la main. « Qu'est-ce que c'était » demanda Junipé, sa voix à peine audible. « Ça vient de là », dit Maisie en désignant une porte qu'elle n'avait jamais ouverte. C'était une lourde porte en métal qui menait au sous-sol. Les filles savaient que le sous-sol existait, mais elles n'y étaient jamais descendues. Cette fois, c'était différent, comme si quelque chose les appelait. « Et si c'était un chien blessé » suggéra Maisie. Toutes deux adoraient les animaux, bien que Nena ne leur ait jamais permis d'en avoir un. « On n'a même pas d'argent pour vous nourrir », disait-elle. « Allons jeter un œil », accepta Junipé. La porte s'ouvrit avec un grincement qui parut assourdissant dans le silence du marché. Un escalier en béton descendait dans l'obscurité. Il y avait une odeur étrange d'humidité et de quelque chose d'autre que les filles ne reconnurent pas. « Il fait trop sombre », hésita Junipé. Maisie sortit de sa poche une petite lampe de poche qu'elle avait trouvée des semaines auparavant dans une poubelle près de chez elle. Elle fonctionnait parfois, lorsque les piles presque mortes connaissaient un dernier sursaut de vie. Elle tapa plusieurs fois la lampe contre sa paume jusqu'à ce qu'un faible faisceau de lumière apparaisse. « Viens », appela-t-elle en descendant la première marche. Les escaliers semblaient interminables pour de si petites jambes. 17 marches, compta Junipé en silence. Sur la dernière, la lampe de poche clignota 3 fois et s'éteignit. « Zut !» marmonna Maisie. Mais à présent, leurs yeux s'étaient quelque peu habitués. Une lueur de lumière filtrait par une minuscule fenêtre en haut du mur, assez pour voir qu'elle n'était pas seule. Dans le coin le plus éloigné du sous-sol, attaché à un tuyau avec des cordes épaisses, se trouvait un homme. Son visage portait des taches sombres que les filles reconnurent comme du sang séché. Ses vêtements, qui avaient dû être chers autrefois, étaient déchirés et sales. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent au son des pas des enfants, montraient autant de peur que de surprise. Les jumelles s'immobilisèrent, ne sachant que faire. Devrait-elle courir, appeler quelqu'un ? L'homme avait l'air malade et faible.
Il bougeait à peine, se contentant de les regarder avec une expression qui passa de l'effroi à quelque chose qui ressemblait à une supplication. « De l'eau, dit-il, sa voix si rauque qu'elle était à peine audible. « S'il vous plaît. » Junipé et Maisie échangèrent un regard. Même à 5 ans, elle comprenait les bases du bien et du mal. Elle savait que cet homme ne devrait pas être là, attaché de la sorte. Les gens ne devraient pas être attachés. « Je vais en chercher, » dit Maisie en retournant vers les escaliers. Junipé resta, gardant ses distances mais incapable de détacher son regard de l'homme. Il semblait aussi seul qu'elle se sentait parfois. Maisie revint quelques minutes plus tard avec une bouteille en plastique à moitié écrasée qu'elle avait trouvée dans une poubelle près de l'entrée. Elle l'avait remplie avec l'eau du robinet de l'arrière, le seul qui fonctionnait encore dans le marché. Prudemment, les deux filles s'approchèrent. L'homme ne fit aucun mouvement brusque, peut-être par faiblesse, peut-être par peur de les effrayer. « Merci », murmura-t-il alors que Maisie penchait la bouteille vers ses lèvres gercées. Pendant qu'il buvait, Junipé remarqua que les cordes sur ses poignets avaient laissé des marques rouges et des plaies. Cela avait l'air douloureux. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-elle, sa petite voix résonnant dans le sous-sol vide. L'homme secoua légèrement la tête. « Ça n'a plus d'importance maintenant, » répondit-il. « Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux. » « On cherche de la nourriture, » expliqua Maisie avec l'honnêteté directe des enfants. « Maman n'a pas de travail et on a faim. » Quelque chose dans les yeux de l'homme changea. Une ombre de tristesse passa sur son visage mince et meurtri. « J'ai ça, » dit Junipé en sortant de sa poche un paquet froissé contenant une demi-barre de céréales qu'elle avait gardée de la veille, lorsqu'un voisin bienveillant la lui avait donnée. Elle la gardait pour la partager avec Maisie plus tard, mais maintenant, il semblait plus important de l'offrir à l'homme. « Non, » refusa-t-il, l'air surpris. « Vous en avez plus besoin que moi. » Mais les jumelles insistèrent, posant le petit paquet à côté de lui. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme, sa voix un peu plus forte après l'eau. « Je suis Junipé » répondit la fillette à la tâche de naissance. « Et elle, c'est Maisie. On est jumelles. » J'avais remarqué, dit-il avec ce qui ressemblait presque à un sourire. « Mon nom est Élise. »« Pourquoi êtes-vous ici, Élise » demanda Maisie. Élise ferma les yeux un instant. « Des gens ont fait quelque chose de mal » répondit-il simplement. Les filles hochèrent la tête comme si elles comprenaient tout, bien qu'elles ne comprennent rien au-delà du fait que l'homme était blessé et avait besoin d'aide. « Nous reviendrons demain, promit Junipé. On apportera plus d'eau et de nourriture si on en trouve, ajouta Maisie. Élise les regarda avec une expression qu'elles ne purent définir. Cela ressemblait à de la gratitude mêlée à quelque chose de plus profond, quelque chose comme le regard de Nena lorsqu'elle les serrait dans ses bras la nuit en disant que tout irait bien, même quand tout le monde savait que ce ne serait pas le cas. « Vous êtes très courageuse, » dit Élise. « Mais vous devez me promettre de ne dire à personne que vous m'avez vue. Les gens qui m'ont laissé ici sont dangereux. » Les jumelles promirent avec tout le sérieux de leurs 5 ans. Quand elles quittèrent le sous-sol, le ciel était toujours gris, mais d'une manière ou d'une autre, il semblait moins lourd. « Tu penses qu'il va s'en sortir » demanda Junipé alors qu'elle rentrait chez elle. Maisie prit la main de sa sœur. « On va s'occuper de lui » répondit-elle avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Il n'a personne, comme nous. » Les petites gardiennes marchaient dans la rue vide, avec un nouveau secret et un nouveau but. Le lendemain matin, Junipé se réveilla avant le lever du soleil. De l'autre côté du petit lit usé, les yeux de Maisie étaient déjà ouverts, comme si les deux s'étaient mises d'accord sans un mot. « Tu penses qu'il est toujours là » murmura Junipé. Maisie hocha la tête. « Il faut lui apporter plus d'eau. » Les jumelles se glissèrent hors du lit, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Nena dormait sur le canapé du salon, épuisée après une autre nuit à chercher des emplois en ligne sur son vieux téléphone jusqu'à ce que la batterie meure. Junipé attrapa un chiffon dans le tiroir de la cuisine tandis que Maisie remplissait une bouteille d'eau du robinet. Elles trouvèrent un morceau de pain rassis dans le garde-manger presque vide et le divisèrent en 3 parts inégales. La plus grande serait pour Élise. « Et ça » dit Maisie en tirant une vieille couverture délavée de sous le lit, que Nena n'utilisait plus. Il avait l'air d'avoir froid. La couverture était lourde pour leurs petits bras, mais elles se relayèrent pour la porter sur le chemin du marché abandonné. Le ciel commençait à s'éclaircir quand elles arrivèrent, et la ville dormait encore. La porte de derrière était toujours entr'ouverte, comme si elle les attendait. Elles descendirent lentement les escaliers du sous-sol, plus confiantes que la veille. « Élise » appela doucement Junipé.
Il était là, dans la même position, mais ses yeux s'ouvrirent plus vite cette fois. Il semblait surpris de les revoir. « Vous êtes vraiment revenu, dit-il, sa voix toujours faible mais un peu plus ferme. « On a apporté de l'eau, dit Maisie en s'approchant pour l'aider à boire. « Et du pain, et une couverture, ajouta Junipé en dépliant le vieux tissu et en couvrant les jambes de l'homme. Élise regarda la couverture, puis les filles, ses yeux brillant différemment. « Vous ne devriez pas prendre de risque pour moi, dit-il. « Ce n'est pas un risque, répondit Maisie en haussant les épaules. « Personne ne vient jamais ici. Vous en avez plus besoin que nous, expliqua Junipé, répétant quelque chose qu'elle avait entendu Nena dire en partageant le peu de nourriture qu'ils avaient avec un voisin âgé. Les jumelles s'assirent sur le sol du sous-sol, regardant Élise manger le morceau de pain lentement, comme s'il en savourait chaque miette. Aucune d'elles ne demanda pourquoi il était là ou qui l'avait blessé. Pour des enfants de 5 ans, le moment présent était ce qui comptait. « Vous habitez près d'ici » demanda Élise. « À 6 pâtés de maison, répondit Maisie. Dans la petite maison bleue avec maman, ajouta Junipé. Elle est triste parce qu'elle n'a pas de travail. Élise hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Et votre père ? Les jumelles échangèrent un regard. Il est parti, dit Junipé. Avant qu'on s'en souvienne, ajouta Maisie. Un silence s'installa entre eux trois. Élise ferma les yeux un instant. J'ai besoin que vous m'aidiez avec quelque chose, dit-il finalement. Pouvez-vous essayer de desserrer ces cordes ? Elles me font mal aux poignets. Les filles s'approchèrent. Les cordes étaient épaisses et solidement nouées, mais après plusieurs minutes d'effort, elles parvinrent à les desserrer un peu. Pas assez pour libérer Élise, mais assez pour soulager la pression sur ses poignets blessés. Merci, murmura-t-il. Ça aide beaucoup. Junipé remarqua que ses mains tremblaient. Sans un mot, elle prit le chiffon qu'elle avait apporté, le mouilla avec un peu d'eau et essuya doucement le sang séché du visage d'Élise. Il ferma les yeux, laissant la fillette s'occuper de lui avec ses gestes simples et purs. « Il faut qu'on y aille, » dit Maisie en regardant la lueur de lumière qui filtrait par la fenêtre. « Maman va se réveiller. On reviendra demain, promit Junipé. Élise hocha la tête. « Faites attention en rentrant. » Les visites devinrent une partie de la routine des jumelles. Chaque matin, elle se réveillait tôt et se faufilait hors de la maison sans un bruit. Elle apportait toujours de l'eau et la nourriture qu'elle pouvait rassembler, une demi-pomme, un paquet de biscuits que quelqu'un leur avait donné, les restes du peu que Nena parvenait à mettre sur la table. Le 3e jour, elle trouvait Élise plus alerte, assis plus droit contre le mur. « J'ai réussi à dormir un peu, » expliqua-t-il. « La couverture a aidé ?» demanda Junipé. Élise sourit, un petit sourire mais bien réel. Elle a beaucoup aidé. Au fil des jours, les filles commencèrent à lui en dire plus sur leur vie. Elle s'asseyait près d'Élise et parlait de la petite maison où elle vivait, du fait qu'elle devait prendre des douches froides quand la facture n'était pas payée, des nuits où Nena pleurait en pensant qu'elle dormait déjà. Hier, le propriétaire est encore venu, dit Maisie un matin en divisant une orange en quartiers. Maman tremblait après son départ. Elle a dit qu'on devra déménager si elle ne paie pas bientôt, ajouta Junipé en passant un quartier à Élise. Mais on ne sait pas où aller. Élise écoutait en silence, ses yeux attentifs. Il n'interrompait jamais, ne disait jamais que tout irait bien. Il se contentait d'écouter, comme si les soucis de 2 enfants de 5 ans étaient aussi importants que n'importe quel problème du monde des adultes. Et le frigo fait un bruit bizarre, continua Maisie. Maman a dit qu'il va bientôt s'arrêter de fonctionner. En hiver, ce sera difficile sans chauffage, dit Junipé. Le nôtre est tombé en panne l'année dernière. Élise demandait parfois des détails. À quoi ressemblait la maison, le quartier, ce que les filles aimaient faire quand elles n'aidaient pas leur mère ou ne cherchaient pas de nourriture. Des questions simples qui donnaient aux jumelles le sentiment d'être écoutées, d'être importantes. Le 5e jour, elles remarquèrent qu'il avait réussi à desserrer encore plus les cordes. Ses poignets étaient toujours douloureux, mais il pouvait les bouger un peu. Ça va mieux, commenta Junipé en passant le chiffon humide sur ses blessures. Élise hocha la tête. Grâce à vous. Les filles ne remarquèrent pas les changements en elles-mêmes, comment elles regardaient maintenant autour d'elles avant d'entrer dans le marché, comment elles avaient développé un système pour diviser la nourriture en 3 parties chaque fois qu'elles obtenaient quelque chose, comment Junipé gardait dans ses poches tout chiffon propre qu'elle trouvait, comment Maisie avait appris à desserrer les cordes sans blesser davantage Élise. Un matin, elles arrivèrent et trouvèrent Élise debout, toujours attachée au tuyau mais capable de se tenir sur ses jambes pendant quelques minutes.
Je reprends des forces, dit-il. Les filles applaudirent comme si c'était un tour de magie. Élise sourit, plus librement maintenant, moins effrayée. Dans notre rue, il y a une dame qui nous donne parfois des biscuits, dit Maisie en s'asseyant à côté de lui. Mais elle n'a pas grand-chose non plus. Étage M. Joe de l'épicerie nous laisse prendre les fruits trop mûrs, ajouta Junipé. Il dit qu'il allait les jeter de toute façon. Les gens sont bons avec vous? Demanda Élise. Les jumelles réfléchirent. Certains le sont, répondit Maisie. D'autres font semblant de ne pas nous voir ou regardent maman avec des visages tristes, dit Junipé. Elle n'aime pas ça. Élise hocha la tête. Parfois, il est difficile d'accepter de l'aide. Comme toi? Demanda Maisie, toujours directe. Élise sourit. Oui, comme moi. Mais j'ai appris que parfois, il faut accepter. Pourquoi ne parlez-vous pas de moi à votre mère? Demanda-t-il après plusieurs jours. Maisie et Junipé échangèrent un regard. Elle s'inquiéterait, expliqua Junipé. Et peut-être qu'elle ne nous laisserait plus venir, ajouta Maisie. Élise hocha la tête, comprenant. Vous deux, vous êtes très spéciales, vous savez? Les jumelles haussèrent les épaules, ne comprenant pas tout à fait ce qu'il y avait de si spécial à aider quelqu'un dans le besoin. Pour elles, c'était tout simplement normal. Un matin pluvieux, près de 2 semaines après leur première rencontre, les filles arrivèrent trempées au sous-sol. Elles avaient marché sous la pluie, protégeant le pain et le morceau de fromage qu'elles transportaient avec leur corps. « Vous êtes mouillés » s'exclama Élise, inquiet. « Ce n'est pas grave, » dit Maisie en secouant ses cheveux comme un chiot. « Venez ici » appela Élise en ouvrant la couverture qu'il utilisait maintenant comme une cape. Les jumelles s'approchèrent et il les enveloppa dans le vieux tissu, utilisant sa propre chaleur corporelle pour les réchauffer. La nuit dernière, il y a eu une fuite dans notre chambre, raconta Junipé, blotti sous la couverture. Maman a mis des seaux, mais le matelas a quand même été mouillé. Et elle a dû manquer un entretien d'embauche parce qu'elle n'avait pas d'argent pour le bus, dit Maisie à voix basse. Élise écoutait attentivement. Il n'offrait pas de solution magique ni de promesses vides. Il se contentait d'écouter, laissant les filles parler de leurs petites et grandes peurs. Elles parlèrent de la fois où Nena s'était évanouie d'épuisement, du jour où elles avaient dû se partager un seul sandwich à 3, de la semaine où elles étaient restées sans électricité. « Merci, » dit Élise après un moment. « De m'avoir sauvée. » Les jumelles ne répondirent pas. Elles ne comprenaient pas tout à fait ce que signifiait sauver quelqu'un. Elles savaient seulement qu'Élise allait mieux maintenant, que ses yeux avaient un éclat différent, que son visage n'était plus si pâle, qu'il pouvait sourire. « Je veux vous dire quelque chose, » dit Élise, sa voix douce. « Quand je sortirai d'ici, et je sortirai un jour, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. »« Promis ?» demanda Junipé. « Promis » répondit Élise, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que les filles le crurent sans l'ombre d'un doute. Quand elles rentrèrent chez elles ce jour-là, Nena leur demanda pourquoi elles étaient mouillées. « On est allé voir les canards à l'étang » mentit Maisie. C'était la première fois qu'elles mentaient à leur mère et toutes deux sentirent un pincement au cœur. Mais le secret d'Élise était plus important. Nuit après nuit, avant de s'endormir, les jumelles chuchotaient à propos d'Élise, planifiant ce qu'elles apporteraient le lendemain, imaginant comment ce serait quand il serait complètement guéri. « Est-ce qu'il pourra nous rendre visite ?» demanda Junipé une nuit. « Bien sûr, » répondit Maisie avec la certitude inébranlable des enfants. « On est amis maintenant. » Et il l'était. Dans le silence du sous-sol sombre, entre le pain partagé et les histoires échangées, un lien s'était formé. Un lien fait de petits gestes, de petites mains nettoyant des blessures, de mots simples transportant des soucis trop grands pour de si petits enfants, d'yeux attentifs qui écoutaient sans jugement. Un lien qui, sans qu'aucun d'eux ne le sache encore, allait changer leur vie pour toujours. Le matin était clair quand les jumelles quittèrent la maison. Le ciel avait un bleu différent, comme s'il avait été lavé par la pluie de la veille. Junipé et Maisie transportaient un sac en plastique avec un morceau de gâteau que leur voisine avait donné à Nena. C'était son anniversaire, et les filles étaient impatientes de partager cette rareté avec Élise. « Il va aimer » dit Junipé en tenant le sac avec précaution. « C'est du chocolat. On ne lui a jamais apporté quelque chose d'aussi délicieux, » approuva Maisie, ses yeux brillants d'anticipation. Le chemin vers le marché abandonné était déjà gravé dans leurs petits pieds. 6 pâtés de maison, tourner à gauche au grand arbre, passer la bouche d'incendie cassé, et voilà le bâtiment gris avec ses fenêtres vides comme des yeux sans vie. Les filles entrèrent par la porte de derrière, comme toujours.
Le silence à l'intérieur de l'endroit semblait plus lourd ce matin-là, mais elles ne le remarquèrent pas, trop occupées à imaginer l'expression d'Élise en voyant le gâteau. « Il va croire que c'est notre anniversaire », gloussa Maisie. Elles descendirent les escaliers du sous-sol, leurs pas résonnant sur le béton. La faible lumière qui filtrait par la petite fenêtre en haut du mur suffisait à éclairer l'espace désormais familier. « Élise », appela doucement Junipé, sa voix joyeuse rebondissant sur les murs. « On a apporté une surprise. » Silence. « Élise », essaya Maisie, un peu plus fort. Les jumelles s'arrêtèrent sur la dernière marche. Le sous-sol était vide. Le tuyau où Élise avait été attachée était toujours là, et la vieille couverture était pliée sur le sol, mais il n'y avait aucun signe de lui. « Il est parti », murmura Junipé, sa petite voix perdue dans l'espace vide. Maisie laissa tomber le sac et courut vers le coin où Élise se tenait habituellement. Elle ramassa la couverture et la serra contre sa poitrine, comme si elle pouvait en extraire une explication. « Il n'a pas dit au revoir », protesta-t-elle, les sourcils froncés par la confusion. Junipé s'approcha lentement. Peut-être qu'il a réussi à se libérer complètement. Les deux filles observèrent les cordes qui gisaient sur le sol. Elles étaient coupées, pas dénouées. Quelqu'un avait utilisé quelque chose de tranchant pour les couper. « Tu penses que les méchants l'ont repris ?» demanda Maisie, la peur évidente dans ses grands yeux. Junipé secoua la tête. « Non, regarde. Il a plié la couverture. Si c'étaient les méchants, il ne s'en soucierait pas. » Les jumelles fouillèrent le sous-sol, cherchant le moindre signe, le moindre message qu'Élise aurait pu laisser. Mais il n'y avait rien d'autre que la couverture pliée. « Est-ce qu'il reviendra ?» demanda Maisie, assise sur la dernière marche de l'escalier. Junipé s'assit à côté de sa sœur, le morceau de gâteau oublié dans le sac ne semblant plus si spécial. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. Elles restèrent là longtemps, deux petites silhouettes dans le sous-sol vide, absorbant l'absence de quelqu'un qui, en seulement 2 semaines, était devenu important pour elles. Elles ne pleurèrent pas. Les enfants de 5 ans comprennent rarement la permanence des pertes, mais elles ressentirent un vide étrange, comme si un espace en elles, dont elles ignoraient l'existence, était maintenant inoccupé. Quand elles quittèrent enfin le sous-sol, elles emportèrent la couverture avec elles. C'était la seule preuve qu'Élise avait été réelle, pas un personnage des histoires qu'elles inventaient. Les jours suivants furent étranges. Les jumelles continuaient à se réveiller tôt, comme si elles avaient encore une mission importante. Elles continuaient à regarder la porte comme si elles attendaient que quelqu'un frappe. Elles divisaient la nourriture en 3 par habitude, avant de réaliser qu'elles n'en avaient besoin que de 2. Elles retournèrent plusieurs fois au sous-sol, espérant toujours y trouver Élise, repartant toujours avec la même lourdeur dans la poitrine en voyant l'espace vide. Peut-être qu'il est rentré chez lui, suggéra Junipé un soir alors qu'elle se préparait à se coucher. « Est-ce qu'il a une maison ?» demanda Maisie. Les deux réalisèrent qu'elles ne savaient presque rien d'Élise. Elles ne savaient pas où il vivait, s'il avait une famille, ce qu'il faisait avant d'être attaché dans le sous-sol. Elles avaient passé des heures à lui raconter leur vie, mais ne l'avaient jamais interrogé sur la sienne. Le 3e matin après sa disparition, Nena trouva ses filles assises sur le porche, regardant la rue vide. Elles ne jouaient pas, ne parlaient pas, elles regardaient simplement. « Et que faites-vous, les filles ?» demanda-t-elle en s'asseyant entre elles. « Rien », répondit Maisie. « On regarde, c'est tout », ajouta Junipé. Nena passa ses bras autour des deux. « Vous avez l'air triste. » Les jumelles ne répondirent pas immédiatement. Comment pourraient-elles expliquer le vide qu'elles ressentaient sans révéler le secret qu'elles avaient gardé pendant des semaines? « On a perdu quelque chose », dit finalement Junipé. « Quelque chose de beau ?» ajouta Maisie. Nena serra ses filles plus fort. « On peut chercher ensemble. » C'était quoi? Junipé regarda sa sœur, une compréhension silencieuse passant entre elles. « On ne peut pas le trouver, dit Maisie. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. » Nena fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire, ma chérie? » C'est comme quand on voit un bel oiseau et qu'il s'envole, tenta d'expliquer Junipé. « On ne peut pas le faire revenir. » Oh, dit Nena en hochant lentement la tête. Vous parlez d'un sentiment. C'est ça, acquiesça Maisie, soulagée de ne plus avoir à mentir. Nena embrassa le sommet de la tête de ses filles. Parfois, on perd de belles choses, mais d'autres belles choses apparaissent. C'est comme ça que ça marche. Les filles hochèrent la tête, bien qu'elles ne soient pas entièrement convaincues. Comment quoi que ce soit pourrait-il remplacer les matins dans le sous-sol sombre, les histoires partagées, le sentiment de faire une différence dans la vie de quelqu'un? La vie continua.
Nena cherchait toujours du travail, les factures s'accumulaient toujours, la maison avait toujours besoin de réparation. Les jumelles aidaient toujours comme elles le pouvaient, cherchaient toujours de la nourriture, faisaient toujours semblant de ne pas remarquer quand leur mère sautait des repas pour qu'elles puissent manger. Mais quelque chose avait changé. Elles observaient davantage, remarquaient des choses qu'elles avaient ignorées auparavant, comme les mains calleuses de leur mère, le regard fatigué de Monsieur Joe quand il leur donnait des fruits mûrs, la façon dont le soleil frappait les vitres sales de la maison. Une semaine plus tard, Nena trouva la vieille couverture sous le lit des filles. « Je pensais qu'on l'avait jetée », commenta-t-elle. « Non », s'exclama Maisie en arrachant la couverture des mains de sa mère. « Elle est importante. » Nena regarda ses filles avec curiosité. « Pourquoi ?»« Parce que... » commença Junipé, mais ne put finir. « Parce qu'elle est chaude », compléta Maisie en serrant le tissu usé. Nena n'insista pas. Elle avait appris que les enfants accordaient parfois de la valeur à des choses que les adultes considéraient comme sans importance. La nuit, les jumelles dormaient avec la couverture sur elles, même les jours de chaleur. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, Ellis était toujours là, prenant soin d'elles comme elles avaient pris soin de lui. « Tu penses qu'on saura un jour ce qui lui est arrivé ?» demanda Junipé une nuit, sa voix se perdant presque dans la chambre sombre. « Oui », répondit Maisie avec la même certitude inébranlable que toujours. « Un jour, il reviendra pour nous remercier. Il a promis, tu te souviens ?» Junipé hocha la tête, bien qu'elle sache que les promesses sont parfois oubliées. Mais c'était bon d'y croire. C'était bon d'imaginer que quelque part, Ellis allait bien, était libre et pensait peut-être à elle. Et ainsi, les petites gardiennes allèrent de l'avant, portant dans leur cœur l'histoire que personne d'autre ne connaissait. L'histoire de comment 2 fillettes de 5 ans, n'ayant rien à donner que des miettes et de la gentillesse, avaient fait une différence dans la vie d'un étranger. La salle de conférence du 47e étage surplombait toute la ville. Ellis Granger regardait par la fenêtre pendant que ses cadres discutaient de chiffres, de feuilles de calcul et de prévisions pour le prochain trimestre. Il portait un costume sur mesure impeccable qui dissimulait les marques encore présentes sur son corps. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'une équipe de recherche l'avait retrouvé, déshydraté et blessé. « Monsieur Granger, nous avons besoin de votre avis sur l'acquisition. » Ellis reporta son attention sur la table. 8 hommes et femmes en costume chair le fixaient, en attente. Un instant, il eut l'impression d'être sur une autre planète, comme si ces gens parlaient une langue qu'il ne comprenait plus. « Nous avons besoin de plus d'informations, dit-il finalement. Je ne prendrai pas de décision hâtive. Son assistant, Mark, le regarda avec inquiétude. Ellis n'était pas connu pour retarder les décisions. Avant l'enlèvement, il était célèbre pour sa capacité à analyser rapidement les situations et à prendre la bonne voie. « Nous continuerons demain, dit Ellis en se levant. Je dois examiner certains documents. » Personne ne le contesta. Le monde de l'entreprise avait appris à traiter Ellis Granger avec des pincettes depuis son retour. L'homme qui avait disparu pendant près d'1 mois et survécu à un enlèvement brutal méritait de l'espace, disait tout le monde. Seul dans l'ascenseur, Ellis desserra sa cravate. Les médecins lui assuraient qu'il était physiquement rétabli, mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas seulement le traumatisme de l'enlèvement, c'était quelque chose de plus profond, comme si ses valeurs et ses priorités avaient été réorganisées de force. Dans son bureau privé, Ellis ferma la porte et s'assit dans le fauteuil en cuir. Sur la table, parmi les rapports financiers et les contrats, se trouvait un morceau de papier plié. Il le prit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. C'était un simple dessin au crayon de 2 fillettes se tenant la main. Il avait demandé à un artiste de l'entreprise de le dessiner d'après sa description. 2 filles identiques, cheveux bruns, grands yeux. Junipé avec une petite marque près de l'oreille, Maisie avec le regard plus déterminé. Les petites gardiennes qui avaient maintenu sa santé mentale et sa vie pendant les pires jours. L'interphone sonna. Monsieur Granger, le détective Stevens est en ligne. Ellis décrocha immédiatement. Stevens, des nouvelles? Pas encore, monsieur Granger. C'est une grande zone, et nous vérifions toutes les petites maisons bleues dans un rayon de 10 km autour du marché abandonné. Nous n'avons pas beaucoup d'informations avec lesquelles travailler. Ellis soupira. Continuez à chercher. Mère célibataire, Nena. 2 filles jumelles de 5 ans, Junipé et Maisie. Petite maison bleue, situation financière précaire. Nous faisons de notre mieux, monsieur, mais sans nom de famille ou plus de détails? Je sais. Tenez-moi au courant. Ellis raccrocha et tourna sa chaise vers la fenêtre. En bas,
la ville s'étendait comme une carte de lumière et d'ombre. Quelque part dans cette immensité de bâtiments et de maisons se trouvaient deux fillettes qui n'avaient aucune idée de l'importance qu'elles avaient pour lui. « Ellis, tu dois te reposer. » Sarah, sa sœur aînée, était venue lui rendre visite dans son appartement. Depuis le sauvetage, elle passait presque tous les jours, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau si elle n'était pas vigilante. « Mais je vais bien, » répondit Ellis en remuant sa nourriture sans vraiment manger. « Non, tu ne vas pas bien. Tu dors à peine, tu manges à peine. » Le médecin a dit. « Les médecins ne comprennent pas, » l'interrompit Ellis. « Ce n'est pas une question de blessure physique. C'est une question de... » Il s'arrêta, incapable d'expliquer. Comment pouvait-il dire qu'un sous-sol sombre et froid lui manquait? Comment expliquer que les seules heures de paix qu'il ressentait ces derniers jours étaient celles où il se remémorait les visites de deux enfants inconnus? C'est une question de quoi? Demanda doucement Sarah. Ellis posa sa fourchette sur la table. Pendant que j'étais là-bas, attachée dans ce sous-sol, deux petites filles m'ont trouvé. Elles avaient environ 5 ans, des jumelles. Elles vivaient dans des conditions terribles, mère au chômage, pas assez de nourriture. Sarah hocha la tête. Elle avait entendu cette histoire de nombreuses fois depuis le sauvetage. Elles ont partagé le peu qu'elles avaient avec moi, continua Ellis. Pas par pitié, pas pour la reconnaissance, mais par pure bonté, sans arrière-pensée. Et tu veux les retrouver pour les remercier, je comprends, Ellis. Non, tu ne comprends pas. Ellis se leva, marchant vers la fenêtre, son refuge lorsqu'il se sentait acculé. Il ne s'agit pas seulement de les remercier. Il s'agit d'équilibre. Mon monde est en déséquilibre depuis mon retour. Sarah regarda son frère avec inquiétude. Les médecins avaient mentionné la possibilité de stress post-traumatique, de fixation temporaire comme mécanisme de défense. Que veux-tu dire par déséquilibre? Ellis fit un geste vers l'appartement luxueux qui les entourait. Tout ça. Ma vie d'avant. Ça semblait si important. Les acquisitions, les profits, les réunions du conseil d'administration. Maintenant, ça me semble vide. C'est normal de ressentir ça après ce que tu as traversé. Ce n'est pas ça. Ellis prit un dossier sur la table basse et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des rapports, des photographies d'un marché abandonné, des cartes de la ville avec des zones encerclées. Ces filles n'avaient rien, Sarah. Littéralement rien. Et pourtant, elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient à un étranger. Sarah soupira. Ellis, tu fais déjà beaucoup. Tu as fait des dons à des œuvres de charité, créé des programmes d'aide sociale dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de charité, s'exclama Ellis, plus fort qu'il ne l'avait voulu. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Désolé. Il ne s'agit pas de faire des dons ou de me sentir mieux. Il s'agit de les trouver, elles, spécifiquement. Pourquoi? La simple question le prit au dépourvu. Ellis regarda sa sœur, cherchant les mots justes. Parce qu'elles m'ont sauvé quand personne d'autre ne le pouvait. Pas seulement en me maintenant en vie avec de l'eau et de la nourriture, mais en me donnant de l'espoir, de l'humanité, dans le moment le plus sombre de ma vie. Elles étaient une lumière pure. Comment puis-je avancer en sachant qu'elles continuent de vivre dans cette pauvreté, craignant d'être expulsées, sans assez de nourriture? Sarah se leva et serra son frère dans ses bras. Alors, trouvons-les ensemble. Le lendemain matin, Ellis arriva au bureau plus tôt que d'habitude. L'équipe de sécurité était encore surprise par sa nouvelle habitude d'arriver avant tout le monde, mais personne ne commenta. L'enlèvement avait changé beaucoup de choses chez Ellis Granger. Monsieur Granger, le rapport que vous avez demandé est sur votre bureau, l'informa sa nouvelle secrétaire alors qu'il passait. Merci, Rachel. Le rapport en question n'avait rien à voir avec les affaires de Granger Enterprises. C'était une analyse détaillée des conditions socio-économiques de la région où Ellis avait été retenu captif. En lisant, un nom attira son attention, Centre communautaire Saint-Clara. Situé à 8 pâtés de maisons du marché abandonné, il offrait une aide aux familles à faible revenu, y compris une petite banque alimentaire. Ellis décrocha le téléphone. Rachel, annulez mes réunions du matin et appelez mon chauffeur. 30 minutes plus tard, Ellis se tenait devant un bâtiment simple avec une enseigne délavée. Le centre communautaire Saint-Clara était plus petit qu'il ne l'avait imaginé, juste un vieux bâtiment avec 2 pièces principales et une petite cour. Une femme d'âge mûr l'accueillit à l'entrée. « Puis-je vous aider ?» Ellis réalisa qu'il n'était pas à sa place ici, avec son costume cher et ses chaussures italiennes. « Je l'espère. Mon nom est Ellis Granger.
Je cherche des informations sur une famille spécifique. La femme le jaugea du regard. Monsieur Granger, de Granger Enterprises? Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est personnel, répondit Ellis. Je recherche une femme nommée Nena, une mère célibataire avec 2 filles jumelles de 5 ans, Junipé et Maisie. Elles vivent dans une petite maison bleue non loin d'ici. La méfiance de la femme grandit. Et pourquoi un homme comme vous chercherait-il une telle famille? Ellis hésita. Son histoire avait fait la une des journaux, l'homme d'affaires enlevé pendant près d'1 mois, mais peu connaissait les détails de son sauvetage. Pendant mon enlèvement, dit-il doucement, 2 petites filles m'ont trouvé. Elles m'ont aidé alors que je n'avais plus aucun espoir. Je veux juste les remercier et leur rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. L'expression de la femme s'adoucit. Je comprends, mais je ne peux pas simplement fournir des informations sur les familles que nous servons. Bien sûr, je respecte cela. Ellis sortit une carte de sa poche. Pourriez-vous au moins vérifier si vous connaissez la famille que j'ai décrite? Si elles viennent ici, pourriez-vous leur donner mes coordonnées? La femme prit la carte, toujours hésitante. Nous avons plusieurs familles dans des situations similaires, monsieur Granger. Des mères célibataires avec de jeunes enfants. Mais des jumelles? Junipé et Maisie. Cheveux bruns, grands yeux, l'une d'elles avec une petite tache de naissance près de l'oreille. Quelque chose traversa le visage de la femme, une lueur de reconnaissance. Je connais peut-être une famille comme ça, dit-elle lentement. Mais je ne peux ni confirmer ni fournir de détails. Ellis sentit son cœur s'accélérer. S'il vous plaît, c'est important. La femme soupira. Ce que je peux faire, c'est garder votre carte. Si je trouve la famille que vous cherchez, je leur transmettrai vos coordonnées. Ce sera à elles de décider si elles veulent vous parler. C'était mieux que rien. Ellis la remercia et quitta le centre communautaire avec un mélange de frustration et d'espoir. La semaine suivante, Ellis assista à une réunion avec les principaux actionnaires. Tout le monde remarqua la différence dans son comportement. L'homme qui dominait autrefois la pièce par sa présence semblait maintenant distant, comme si son esprit était ailleurs. Nous commencerons le projet d'expansion au prochain trimestre, conclut Ellis en fermant sa présentation sans l'enthousiasme habituel. L'un des plus anciens actionnaires, Samuel Davis, resta en arrière lorsque les autres partirent. Ellis, pouvons-nous parler? Ellis hocha la tête, rangeant ses documents. Bien sûr, samedi. Un problème avec la présentation? Il ne s'agit pas de la présentation. L'homme plus âgé s'assit dans la chaise à côté de lui. Il s'agit de toi. Nous sommes tous inquiets. Ellis ferma les yeux un instant. Il était fatigué des inquiétudes, des questions prudentes, des regards de pitié. Je vais bien, samedi. J'ai juste besoin de temps. C'est plus que ça. Tu es différent, distant, comme si tu n'étais là que physiquement. Ellis regarda l'homme qu'il connaissait depuis l'enfance, l'ami de son père. T'es-tu déjà demandé, Sam, si tout cela en valait la peine? Il fit un geste vers la salle de conférence, vers les graphiques qui montraient des profits croissants. S'il y a quelque chose de plus important? Sam fronça les sourcils. Bien sûr. La famille, les amis, la santé. Non. Ellis secoua la tête. Quelque chose de plus. Quelque chose que nous ne pouvons ni acheter ni posséder. Comme quoi? Ellis pensa aux jumelles, à la pureté de leurs gestes, à la simplicité de leur gentillesse. L'humanité, répondit-il finalement. La connexion réelle, sans agenda caché, sans attente. Sam soupira. Ellis, peut-être devrais-tu prendre un peu de temps libre, te reposer vraiment. Je ne peux pas. Pas encore. Ellis se leva. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Le détective Stevens appela en fin d'après-midi. Monsieur Granger, j'ai des informations. Ellis, qui examinait des contrats sans vraiment les lire, sentit son cœur s'accélérer. Vous les avez trouvés? Pas exactement encore, mais nous sommes proches. Nous avons recoupé les maisons bleues avec les registres d'aide sociale. Nous avons trouvé 3 correspondances possibles pour des mères célibataires nommées Nena avec des filles jumelles. 3? Ellis attrapait déjà son manteau. Oh? Je vais vous envoyer les adresses, mais monsieur Granger, nous n'avons pas confirmé laquelle c'est. Ça n'a pas d'importance. Je vais voir les 3. Ellis raccrocha et quitta rapidement le bureau, ignorant les questions de Rachel. Dans l'ascenseur, son téléphone sonna de nouveau. Monsieur Granger, dit Stevens, j'ai reçu un appel du centre communautaire Saint-Clara.
La directrice, Sandra Ortiz, a dit qu'elle connaît la famille que nous cherchons. Ellis s'appuya contre le mur de l'ascenseur, se sentant soudain faible aux genoux. A-t-elle confirmé? C'est bien elle? Oui. La femme n'a pas voulu donner l'adresse complète, mais elle a confirmé qu'il s'agit de Nena Alvarez et de c'est sur Maple Street, numéro 247. Maple Street 247. Ellis répéta, mémorisant l'adresse. Merci, Stevens. Vous pouvez clore l'enquête. Dans la voiture, Ellis regarda la carte. Maple Street était à moins de 20 minutes, dans un vieux quartier de la ville. Son premier réflexe fut de conduire directement là-bas, de frapper à la porte et de remercier enfin les filles qui n'avaient pas quitté ses pensées. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il se regarda, le costume cher, la voiture de luxe. Comment Nena réagirait-elle en voyant un riche étranger apparaître à sa porte, demandant des nouvelles de ses filles? Non, se dit-il. Je dois faire ça correctement. Il rentra chez lui, son esprit travaillant rapidement. Il avait besoin d'un plan, d'une approche qui n'effraierait pas la famille. Il ne pouvait pas simplement se présenter à leur porte à l'improviste. Dans son appartement, il s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Il écrivit et barra plusieurs idées, cherchant la bonne façon de les approcher. Finalement, il regarda le téléphone. « Sandra » murmura-t-il. « Elle peut t'aider. » Il appela le centre communautaire, mais il était déjà fermé. Il devrait attendre demain. Ellis passa la nuit agitée, faisant les 100 pas dans le spacieux appartement qui ressemblait maintenant à une prison de luxe. Si proche, après des semaines de recherche. Si proche de boucler la boucle, de retrouver les filles qui avaient donné un sens à sa souffrance. Pour la première fois depuis qu'il avait été secouru, Ellis ressentit autre chose que le vide ou l'anxiété. Il ressentit de l'espoir. Demain, avec l'aide de Sandra, il trouverait un moyen d'approcher la famille. Demain, il pourrait enfin remercier ses petites gardiennes. Assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, Ellis imagina comment serait la rencontre. Ce qu'il dirait à Nena, à Junipé, à Maisie. Comment il expliquerait à quel point elles comptaient pour lui, comment elles avaient changé sa vision du monde. Demain, murmura-t-il à la nuit. Demain, ma véritable guérison commence. Nena regardait la pile de factures sur la table de la cuisine. L'avis d'expulsion, maintenant avec un grand tampon rouge, dernier avertissement, semblait lui crier dessus. Il ne restait que 3 jours avant la date limite. 3 jours avant qu'elles ne doivent quitter le seul foyer que les filles aient jamais connu. Le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres brisées, créant des motifs sur le sol usé. Nena venait de rentrer d'un autre entretien d'embauche infructueux. Nous n'avons pas de poste vacant pour le moment, mais nous garderons votre CV dans nos dossiers. La phrase qu'elle connaissait déjà par cœur. Junipé et Maisie jouaient dans la petite cour arrière, leur voix parvenant jusqu'à la cuisine. Ces derniers jours, elle semblait plus animée, plus énergique. Nena ne comprenait pas pourquoi. Comment pouvait-elle être si heureuse alors que tout s'effondrait autour d'elle? Le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison attira son attention. Il n'était pas courant qu'ils reçoivent des visiteurs, encore moins des voitures chères dans cette rue aux maisons modestes. Nena regarda par la fenêtre et vit un homme sortir d'une élégante berline noire. Il portait un pantalon sombre et une chemise de couleur claire, simple mais visiblement de qualité. Il portait un petit paquet dans ses mains. « Qui cela peut-il bien être » murmura Nena pour elle-même. « Le collecteur de factures ?» Mais il venait généralement dans une vieille camionnette. « Le propriétaire ?» Mais il prévenait toujours à l'avance. La sonnette retentit, un son rauque et cassé qui ne fonctionnait qu'à moitié. Nena prit une profonde inspiration, lissa ses cheveux en désordre et ajusta son t-shirt usé avant de répondre. L'homme à la porte était grand, avec des cheveux sombres et des yeux intenses. Il y avait quelque chose sur son visage, une cicatrice récente près de sa tempe et une expression que Nena ne put déchiffrer. Ce n'était pas de l'arrogance, comme elle s'y attendrait de quelqu'un d'aussi prospère. C'était quelque chose de plus vulnérable. « Puis-je vous aider ?» demanda Nena en gardant la porte partiellement fermée, une habitude de protection. L'homme sourit légèrement. « Bonjour. Vous devez être Nena. Mon nom est Ellis Granger. Je suis venu vous remercier. » Nena fronça les sourcils. « Vous remercier ? Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Nous ne nous connaissons pas. »« Pas directement, » répondit Ellis. « Mais vos filles et moi, nous nous connaissons. » Avant que Nena ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un cri vint de l'arrière-cour. Junipé et Maisie avaient contourné la maison et se tenaient maintenant sur la petite allée,
regardant le visiteur avec de grands yeux. « Élise !» cria Maisie, son visage s'illuminant comme Nena le voyait rarement. « Tu es venue !» s'exclama Junipé, habituellement la plus silencieuse des deux. Au grand étonnement de Nena, ses filles coururent vers l'étranger, lui serrant les jambes. Encore plus surprenante fut la réaction de l'homme. Il s'agenouilla et serra les filles dans ses bras avec un mélange d'émotion et de soulagement, comme s'il retrouvait des êtres chers après une longue séparation. « Vous avez grandi, dit-il, la voix étranglée. Maisie gloussa. « Ça ne fait qu'un mois. » Même, sourit Élise en regardant de l'une à l'autre. « Comment allez-vous » Nena resta figée sur le pas de la porte, confuse et alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ? Comment connaissez-vous mes filles » Élise se releva, les filles toujours accrochées à lui. « Madame Alvarez, je sais que cela doit paraître étrange. Pouvons-nous parler ? J'ai beaucoup à expliquer. » Nena hésita. Dans toute autre circonstance, elle aurait immédiatement renvoyé l'étranger. Mais la réaction de ses filles la laissa sans voix. Elle ne les avait jamais vues si heureuses de voir quelqu'un. « Maman, laisse-le entrer » plaida Maisie. « C'est Élise, celui qu'on a aidé. »« Aidé » répéta Nena, de plus en plus confuse. « S'il vous plaît, insista Élise, sont-on respectueux. J'ai promis de tout expliquer. » Nena ouvrit plus grand la porte, leur permettant d'entrer. Elle se sentit mal à l'aise d'accueillir quelqu'un d'aussi bien habillé dans sa simple maison aux meubles anciens et aux murs écaillés. « Asseyez-vous, dit-elle en indiquant le canapé usé du petit salon. « Les filles, allez vous laver les mains. »« Mais maman » commença Junipé. « Maintenant, dit Nena fermement. » Quand les filles partirent, elle se tourna vers Élise. « Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mes filles ?» Élise posa le paquet qu'il avait apporté sur la table basse. « Madame Alvarez, mon nom est Élise Granger. Il y a environ un mois, j'ai été kidnappée et retenue captive dans le sous-sol d'un marché abandonné non loin d'ici. » Les yeux de Nena s'écarquillèrent. « Le marché d'Onahu ? Celui qui est fermé ?» Élise hocha la tête. « Vos filles m'ont trouvé là-bas. Pendant près de 2 semaines, elles sont venues tous les jours, apportant de l'eau, de la nourriture, même une couverture. Elles m'ont littéralement sauvé la vie. » Nena s'assit lentement dans le fauteuil d'en face, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Les sorties matinales des filles, la vieille couverture qui était soudainement devenue si importante pour elles, la tristesse inexplicable qu'elles avaient ressentie pendant des jours. Nena secoua la tête, incrédule. Elles n'ont que 5 ans. Comment ont-elles pu ? Je sais que ça semble impossible, dit doucement Élise. Mais c'est la vérité. Sans elles, je n'aurais pas survécu jusqu'à ce qu'on me trouve. Les filles revinrent en courant dans le salon, les yeux brillants d'excitation. Elles s'assirent de chaque côté d'Élise, comme si elles craignaient qu'il ne disparaisse à nouveau. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» demanda Nena en regardant ses filles. « Il nous a demandé de garder le secret », expliqua Junipé en regardant le sol. « Il a dit que c'était dangereux. »« Les gens qui me retenaient étaient dangereux », confirma Élise. « Je craignais pour leur sécurité si quelqu'un l'apprenait. » Nena regarda l'homme, remarquant maintenant les signes subtils de quelqu'un qui avait traversé quelque chose de traumatisant, la façon dont ses yeux vérifiaient occasionnellement les sorties, le léger tremblement de ses mains. « Alors, » commença Nena, essayant d'absorber tout cela, « mes filles vous ont trouvé attachées dans un sous-sol, où au lieu de me le dire ou d'appeler la police, ont décidé de s'occuper de vous elles-mêmes. » Élise sourit légèrement. « Ça semble fou, n'est-ce pas ? Mais dans leur simplicité, elles ont fait exactement ce dont j'avais besoin, de l'eau, de la nourriture, de la compagnie, de l'espoir. »« Vous n'aviez pas d'eau » demanda Nena, la réalité de la situation commençant à s'imposer. « Non » répondit Élise. « Les ravisseurs m'ont privé d'eau pendant des jours comme forme de torture. » Nena couvrit sa bouche de sa main, regardant ses filles avec une nouvelle compréhension. Celle qui avait à peine assez pour elle-même avait partagé le peu qu'elle possédait avec un étranger dans le besoin. « Vous avez dit Élise Granger » demanda soudain Nena, reconnaissant le nom. « De Granger Enterprises ? Vous êtes cet homme d'affaires qui a disparu ? C'était dans les journaux. » Élise hocha la tête. « Oui. J'ai été enlevée pour des raisons qui n'ont plus d'importance maintenant. L'important, c'est que vos filles m'ont gardé en vie et sain d'esprit jusqu'à ce que l'équipe de recherche me trouve. » Élise va mieux maintenant, dit Maisie, fière. « Tu vois, maman, les blessures sont parties. » Presque toutes, corrigea légèrement Élise en touchant la cicatrice sur sa tempe. Nena regarda ses filles avec un mélange de fierté et de choc.
Pourquoi ne m'avez-vous rien dit après son départ? Junipé haussa les épaules. On a promis de ne rien dire à personne. Même à moi? Surtout à toi, répondit Mésie. Tu te serais inquiété. Nena ferma les yeux un instant, submergée par tout cela. Ces petites filles visitant un marché abandonné chaque matin pour s'occuper d'un homme kidnappé. Les dangers qu'elles auraient pu affronter. Mais aussi le courage et la gentillesse dont elles avaient fait preuve. Madame Alvarez, dit Ellis, la ramenant au présent. Je vous cherche depuis que j'ai été secourue. Je voulais vous remercier correctement pour ce que vos filles ont fait pour moi. Ce n'est pas la peine, commença Nena. Si, ça l'est, l'interrompit doucement Ellis. En fait, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Il prit le paquet qu'il avait apporté et le tendit à Nena. Elle l'ouvrit avec hésitation, y trouvant des documents. En les examinant, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Suffoqua-t-elle, incapable de finir la phrase. L'acte de propriété d'une maison, confirma Ellis. Au 38 avenue Roosevelt. 3 chambres, un jardin, entièrement meublé et prête à ce que vous emménagiez quand vous le souhaiterez. Elle est à votre nom. Nena le regarda, stupéfaite. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Il y a plus, continua Ellis en désignant un autre document. J'ai ouvert des comptes pour Junipé et Mésie. Les fonds sont sécurisés jusqu'à leurs 18 ans, mais ils couvrent toute leur éducation et garantissent un départ stable dans la vie d'adulte. Monsieur Gron? Ellis, s'il vous plaît. Ellis, se corrigea Nena, la voix tremblante. C'est trop généreux, mais je ne peux pas accepter tout ça. Mes filles ont juste fait ce que toute personne décente aurait fait. Ellis secoua la tête. Non, Madame Alvarez. Ce que vos filles ont fait n'était pas courant. Dans un monde où les adultes passaient devant ce marché tous les jours sans rien remarquer, 2 petits-enfants non seulement m'ont vu, mais ont décidé d'aider sans rien demander en retour, sans le dire à personne pour la reconnaissance. C'est extraordinaire. Les filles regardaient de leur mère à Ellis, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait mais sentant l'importance du moment. On va avoir une nouvelle maison, demanda Junipé, les yeux brillants. Une grande maison? Oui, confirma Ellis en lui souriant. Avec une chambre rien que pour vous deux et un jardin où vous pourrez jouer. Avec une balançoire, voulut savoir Mésie. On peut en installer une, répondit Ellis en riant doucement de la simplicité de la demande. Nena tenait toujours les documents, incapable de traiter pleinement ce qui se passait. Je ne sais pas quoi dire. Il y a encore une chose, dit Ellis. Je sais que vous cherchez un emploi. J'ai une chaîne d'hôtels qui fait partie des entreprises de ma famille. J'aimerais vous offrir un poste de direction à l'hôtel Granger Plaza. Le salaire est excellent et les horaires vous permettraient d'être à la maison quand les filles rentrent de l'école. Nena cligna rapidement des yeux, essayant de retenir ses larmes. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Ellis regarda les jumelles, qui étaient maintenant fascinées par les photos de la nouvelle maison incluse dans le paquet. Quand j'étais dans ce sous-sol, dit-il doucement, j'ai perdu foi en l'humanité. Les gens en qui j'avais confiance m'ont trahi de la pire des manières. J'étais prêt à abandonner quand vos filles sont apparues. 2 enfants qui avaient à peine assez pour elles-mêmes, mais qui ont tout partagé avec moi. Sans question, sans jugement, sans attente. Ellis fit une pause, visiblement émue. Elles m'ont donné plus que de l'eau et de la nourriture, Madame Alvarez. Elles m'ont donné de l'espoir. Elles m'ont montré que la bonté authentique existe encore dans le monde. Comment puis-je mettre un prix là-dessus? Nena regarda ses filles, les voyant maintenant à travers les yeux d'Ellis. Pas seulement comme de petits enfants vulnérables, mais comme des êtres humains capables d'une profonde compassion. Même ainsi, dit-elle, c'est trop. Nous pourrions accepter une aide plus modeste. Ellis sourit, comprenant son inquiétude. Ce n'est pas de la charité, si c'est ce qui vous inquiète. Considérez cela comme un investissement. Un investissement dans 2 filles extraordinaires qui feront un jour des choses incroyables dans le monde. Et dans une mère qui a élevé des filles avec un cœur si grand, même dans les circonstances les plus difficiles. Nena déglutit difficilement, regardant à nouveau les documents. Une maison à elle, une éducation garantie pour les filles, un emploi stable et bien rémunéré. Tout ce qu'elle avait rêvé de donner à ses filles, mais qui semblait impossible il y a à peine 1 heure. Je ne sais pas si je peux? Ellis se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. Madame Alvarez? Nena. Je sais que c'est difficile à accepter. Je sais que votre fierté vous dit de refuser. Mais pensez aux filles. Pensez à leur avenir.
Maisie tira sur la manche de sa mère. On peut aller voir la nouvelle maison, maman? S'il te plaît? Nena regarda ses filles, leur visage plein d'espoir, puis Ellis. J'ai besoin de réfléchir. C'est si soudain. Ellis hocha la tête, compréhensif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Mon numéro personnel. Appelez quand vous aurez décidé, ou si vous avez des questions. Il se leva pour partir, mais Junipé lui tint la main. Tu t'en vas encore? Ellis s'agenouilla devant elle. Seulement pour l'instant. Mais maintenant, je sais où vous trouvez, et vous savez comment me trouver. Je ne disparaîtrai plus. Nena accompagna Ellis jusqu'à la porte, encore abasourdie par tout ce qui s'était passé. Monsieur Ellis, dit-elle lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée. Je comprends votre gratitude, mais cela me semble toujours. Elle fit un geste vague, incapable de trouver les mots. Ellis regarda la simple maison, remarquant les fissures dans les murs, les tuiles cassées du toit, les signes d'une lutte quotidienne pour la survie. Quand j'étais dans ce sous-sol, dit-il, vos filles m'ont parlé de cette maison. Du toit qui fuit, du chauffage cassé, de la peur constante de l'expulsion. Elles ne se plaignaient pas, elles énonçaient simplement des faits. Et pourtant, elles ont partagé le peu qu'elles avaient avec moi. Il regarda directement dans les yeux de Nena. Vous m'avez sauvé. Maman, c'est mon tour. Nena resta immobile à la porte, regardant Ellis monter dans la voiture et s'éloigner. À l'intérieur de la maison, Junipé et Maisie parlaient avec excitation de la nouvelle maison, du jardin, de la balançoire qu'elles auraient. Nena regarda les documents dans ses mains, la carte avec le numéro personnel d'Élise Granger, puis le ciel bleu au-dessus. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié comment ressentir, l'espoir. Le camion de déménagement s'arrêta devant le 38 avenue Roosevelt. C'était une maison à 2 étages aux murs couleur crème et aux grandes fenêtres. Un jardin bien entretenu entourait l'entrée, avec des fleurs colorées et un chemin de pierre menant à la porte d'entrée. Nena sortit du taxi qui les avait amenés, encore incrédule. Junipé et Maisie sautèrent juste derrière elle, courant sur la pelouse verte. « C'est vraiment à nous ?» demanda Junipé en regardant sa mère avec de grands yeux. Nena hocha la tête, tenant fermement les clés comme si elle craignait que tout ne disparaisse si elle les lâchait. « C'est à nous. » Cela ne faisait que 2 semaines depuis la visite inattendue d'Ellis. 2 semaines de conversation, de planification, de papiers signés et de préparatifs de déménagement. 2 semaines au cours desquelles Nena avait oscillé entre une gratitude écrasante et la peur d'accepter un si grand changement. « Entrons !» s'exclama Maisie en tirant la main de sa mère. Nena ouvrit la porte d'entrée et les 3 entrèrent ensemble. Le salon était spacieux, avec des meubles neufs et confortables. Une grande fenêtre laissait entrer la lumière du soleil, créant des motifs dorés sur le parquet poli. « C'est si grand », murmura Junipé en faisant lentement le tour. Les déménageurs commencèrent à apporter les quelques cartons contenant leurs affaires. Elles n'avaient pas grand-chose de leur ancienne vie, quelques vêtements, quelques jouets réparés et des photos de famille. Le reste, les meubles, les ustensiles, les lits, tout était neuf, choisi par Ellis avec l'aide d'un architecte d'intérieur. Nena se dirigea vers la cuisine et s'arrêta à l'entrée. Elle était grande, avec des armoires blanches, des appareils électroménagers neufs et un îlot au centre. Un grand réfrigérateur ronronnait doucement, si différent du vieux bruyant qui ne fonctionnait qu'à moitié. Elle l'ouvrit et y trouva assez de nourriture pour des semaines. « Regarde, maman !» cria Maisie depuis l'arrière-cour. « Il y a une balançoire. » Nena se dirigea vers la porte arrière. Dans la cour, à l'ombre d'un grand arbre, se trouvaient une balançoire et un toboggan. Les filles couraient déjà vers eux, leur rire résonnant dans l'air matinal. « Il a pensé à tout » murmura Nena pour elle-même. Le reste de la journée se passa dans un tourbillon de découvertes. Les filles explorèrent chaque recoin de la nouvelle maison, du sous-sol propre et sec au grenier bien éclairé. Elles trouvèrent leur chambre, un espace spacieux qu'elles partageraient avec 2 lits identiques, des étagères et une boîte pleine de jouets neufs. Nena déballa lentement, plaçant les quelques souvenirs de leur ancienne vie à des endroits bien en vue, une photo d'elle avec les filles quand elles étaient bébés, la vieille couverture que les jumelles avaient insisté pour apporter, la même qu'elles avaient emmenée à Ellis dans le sous-sol. Ce soir-là, les 3 s'assirent à la table de la cuisine pour dîner. Nena avait cuisiné avec des ingrédients qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir auparavant. Les jumelles mangeaient avec enthousiasme, leurs visages illuminés par un bonheur que Nena n'avait pas vu depuis longtemps. « C'est ton premier jour de travail demain, maman ?»
demanda Junipé entre deux bouchées. Nena hocha la tête. Oui, à l'hôtel Granger Plaza, en ville. On pourra te rendre visite là-bas, voulut savoir Maisie. Bien sûr. Un jour, je vous montrerai tout. Après le dîner, Nena donna le bain aux filles dans la grande baignoire, un autre luxe qu'elle n'avait jamais eu. Pendant qu'elle jouait avec les bulles, Nena observait leur visage, cherchant des signes de changement. Mais elle retrouva les mêmes Junipé et Maisie que toujours, peut-être un peu plus rose, plus détendue, mais avec le même éclat dans les yeux, la même connexion silencieuse entre elles. Quand elle les mit au lit, des lits neufs avec des draps doux, Nena s'assit entre elles pour l'histoire du soir, comme elle le faisait toujours. Plus de fuite ici, n'est-ce pas? Demanda Junipé en regardant le plafond parfaitement blanc. Non, répondit Nena. Plus de froid en hiver non plus. Plus de manque de nourriture, ajouta Maisie. Nena embrassa chacun de leurs fronts. Plus de manque de nourriture. Quand les filles s'endormirent enfin, Nena se rendit sur le porche avant avec une tasse de thé. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule et regarda la rue calme. Les maisons voisines étaient bien entretenues, avec de beaux jardins et des voitures dans les allées. Un monde complètement différent de ce qu'elles avaient connu. Le téléphone sonna, un autre luxe, ne plus avoir à compter uniquement sur le vieux téléphone portable au crédit limité. C'était Ellis. Comment s'est passée la première journée? Demanda-t-il. On dirait un rêve, répondit honnêtement Nena. Les filles sont enchantées. Et toi? Nena hésita. Je m'habitue encore à l'idée que c'est réel. C'est réel, l'assura Ellis. Et mérité. Je suis nerveuse pour demain, avoua Nena. Je n'ai jamais travaillé dans un hôtel. Tu t'en sortiras très bien. L'équipe est prête à t'aider à apprendre tout ce dont tu as besoin. Quand elle raccrocha, Nena resta un moment sur le porche, s'imprégnant de la tranquillité de la nuit. Il semblait impossible qu'il y a à peine 2 semaines, elle regardait un avis d'expulsion, comptant des pièces de monnaie pour acheter du pain. Le lendemain matin, Nena se réveilla avant le réveil. Elle enfila le tailleur bleu marine qu'Ellis avait fourni pour son premier jour de travail. En se regardant dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui s'y reflétait, cheveux soigneusement coiffés, vêtements élégants, une posture plus droite. Les filles se réveillèrent alors qu'elle terminait le petit déjeuner. « Tu es jolie, maman », dit Junipé en se frottant les yeux endormis. « Tu ressembles à une reine », ajouta Maisie. Nena sourit en servant des céréales aux deux. « Madame Thompson viendra rester avec vous pendant que je suis au travail. C'est notre voisine de droite. »« On pourra jouer dans le jardin ?» demanda Maisie. « Bien sûr. Soyez simplement poli et obéissez à Madame Thompson. » L'hôtel Granger Plaza était à 20 minutes de route. Un chauffeur vint la chercher, un autre arrangement d'Ellis pour faciliter son adaptation. À l'imposante entrée de l'hôtel, Nena sentit un battement dans son estomac. Le hall était spacieux, avec des sols en marbre et un personnel élégant se déplaçant efficacement. Le directeur général, M. Patterson, l'accueillit personnellement. « Bienvenue, Madame Alvarez. Nous étions impatients de vous rencontrer. » Les premières heures furent consacrées à l'orientation, connaître l'hôtel, les départements, les responsabilités du poste qu'elle occuperait. Nena absorba tout avec une attention intense, déterminée à ne pas décevoir la confiance placée en elle. Au déjeuner, assise à la cafétéria du personnel, Nena vérifia son téléphone. Il y avait un message de Madame Thompson avec une photo des filles jouant sur la balançoire, de larges sourires sur leur visage. Quelque chose s'apaisa en elle. Elles iraient bien. Tout le monde irait bien. Les jours se transformèrent en semaines. Un nouveau rythme s'installa dans la vie de la famille. Nena allait travailler tous les matins, devenant de plus en plus confiante dans ses capacités. Les filles commencèrent à fréquenter une école voisine, se faisant de nouveaux amis, apprenant de nouvelles choses. Le dimanche, les 3 exploraient le quartier, découvrant des parcs, des bibliothèques, des glaciers. Parfois, Ellis se joignait à elle pour ses sorties, une présence de plus en plus constante dans leur vie. Un après-midi, Nena trouva les filles assises sur le perron, partageant un sandwich en 3 parts soigneusement égales. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, curieuse. « Il y en a plus dans le frigo, vous savez. » Junipé haussa les épaules. « C'est juste un de nos jeux. » Nena comprit. Certaines choses ne changeaient pas, la connexion entre les jumelles, l'instinct de partage, le souvenir silencieux des jours plus difficiles. Ce soir-là, alors qu'elle les couchait, Maisie posa une question à laquelle Nena ne s'attendait pas. « Tu penses qu'on était plus heureuse avant ou maintenant ?» Nena réfléchit un instant. «
Je pense qu'on était heureuse avant, à notre manière. Et maintenant, on est heureuse d'une autre manière. Plus facile, ajouta Junipé. Oui, acquiesça Nona. Plus facile. Elle éteignit la lumière mais resta à la porte, regardant ses filles. Les petites gardiennes qui, par un geste de bonté, avaient changé non seulement la vie d'un homme, mais aussi la leur. Dehors, la ville continuait son rythme, mais à l'intérieur de cette maison de l'avenue Roosevelt, la vie avait trouvé une nouvelle mélodie, plus douce, plus tendre, avec la promesse de jours encore meilleurs à venir. Ellis se réveilla en sursaut, tout son corps trempé de sueur. Un instant, il se sentit désorienté, les murs de la chambre semblant se refermer sur lui. Ses yeux cherchèrent frénétiquement la petite fenêtre qui laissait entrer une lueur de lumière dans le sous-sol, mais il n'y avait pas de sous-sol. Il était dans son luxueux appartement, dans les draps doux de son lit king size. C'était juste un rêve, murmura-t-il pour lui-même en se passant les mains sur le visage. Le même rêve que toujours. Les cordes se resserrant autour de ses poignets, la soif insupportable, le silence rompu seulement par le bruit lointain des pas au-dessus de lui. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h17. Ellis savait qu'il ne pourrait pas se rendormir. Il se leva, se dirigeant vers la cuisine pour un verre d'eau. Depuis l'enlèvement, il gardait des bouteilles d'eau dans chaque pièce de l'appartement. La peur d'avoir à nouveau soif le hantait constamment. À la fenêtre du grand salon, il regarda les lumières de la ville. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait trouvé Nona et les jumelles, depuis qu'il leur avait fourni la nouvelle maison et le travail. Les aider lui apportait un sentiment de but, quelque chose pour le distraire des souvenirs qui le hantaient. Mais la nuit, quand il était seul, les souvenirs revenaient en force. Son téléphone sonna, le faisant sursauter. Même une simple sonnerie le mettait maintenant en alerte. « Granger », répondit-il en reconnaissant le numéro du détective Lawrence. « Monsieur Granger, je suis désolé pour l'heure, » dit la voix à l'autre bout du fil, « mais j'ai pensé que vous voudriez savoir immédiatement. Nous avons une correspondance partielle pour les empreintes digitales trouvées au marché. » Ellis sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De qui ? Ce n'est pas encore concluant. Elles appartiennent à un homme nommé Victor Mendes. Il a un casier pour des crimes mineurs, principalement vol et recel. Jamais de violence directe. Je n'ai jamais entendu parler de lui, dit Ellis en fronçant les sourcils. Probablement un exécutant, expliqua Lawrence. Quelqu'un payé pour faire le sale boulot. Nous essayons de le localiser pour l'interroger. Ellis raccrocha après avoir obtenu quelques détails supplémentaires. Victor Mendes. Un nom qui ne signifiait rien pour lui, mais qui pourrait être la première piste concrète pour découvrir qui était derrière son enlèvement. Il s'assit sur le canapé, soudainement épuisé mais sachant que le sommeil ne viendrait pas. Il prit la télécommande et alluma la télévision, juste pour avoir un bruit de fond. Le silence complet le dérangeait maintenant, lui rappelant trop les longues heures dans le sous-sol où le seul son était sa propre respiration. « Tu as l'air fatigué », commenta Sarah lorsqu'elle le rejoignit pour le déjeuner le lendemain. Ellis haussa les épaules, prenant une gorgée de café. C'était sa 3e de la matinée, une tentative pour combattre la nuit blanche. « Encore des cauchemars ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente sur son visage. Lawrence a appelé au milieu de la nuit, dévia Ellis. Ils ont trouvé des empreintes appartenant à un homme nommé Victor Mendes au marché. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. C'est une bonne nouvelle, non ? Une percée dans l'enquête. Peut-être. Il n'est probablement qu'un pion. Quelqu'un engagé pour le travail. La serveuse apporta leur plat. Ellis toucha à peine sa nourriture, se contentant de la pousser avec sa fourchette. « Ellis, » commença Sarah, sa voix douce, « tu as besoin d'aide. Un thérapeute, quelqu'un à qui parler de ce que tu as traversé. »« Je gère ça à ma façon, » répondit-il, plus durement qu'il ne l'avait voulu. « Non, tu ne le fais pas, et tu le sais. Tu dors à peine, tu manges à peine. Tu es obsédé par l'enquête et que devrais-je faire d'autre ?» interrompit Ellis. « Faire comme si de rien n'était ? Retourner à ma vie normale pendant que celui qui m'a fait ça reste en liberté ?» Sarah soupira. « Ce n'est pas ce que je dis. Je pense juste que tu dois prendre soin de toi aussi. » Ellis savait que sa sœur avait raison, mais l'idée de parler de son expérience avec un étranger lui semblait impossible. Comment pourrait-il expliquer la terreur d'être complètement impuissant, l'humiliation de mendier de l'eau, les pensées sombres qui le visitaient aux heures les plus noires quand il croyait qu'il allait mourir dans ce sous-sol oublié ? « Comment vont Nona et les filles ?» demanda Sarah, changeant de sujet. Le visage d'Ellis s'adoucit immédiatement. «
Bien. Nena s'adapte à son travail à l'hôtel. Les filles sont heureuses dans la nouvelle maison. Tu leur rends souvent visite. Quelques fois par semaine. J'emmène les filles au parc, je les aide à s'adapter au nouveau quartier. Sarah sourit. Elles sont bonnes pour toi. Quand tu parles d'elles, tu sembles plus léger. Elise hocha la tête. C'était vrai. Les seules heures où il se sentait vraiment en paix étaient celles passées avec Junipé et Maisie. Leur simplicité, la joie pure qu'elles montraient pour de petites choses, une glace, une promenade dans le parc, une histoire avant de dormir, lui rappelaient qu'il y avait encore de la beauté dans le monde. Je leur rends visite cet après-midi, dit Elise. J'ai promis d'apporter un jeu de société qu'elle voulait essayer. Sarah serra la main de son frère par-dessus la table. C'est bien. Elle t'aide à guérir autant que tu les as aidés. À la maison de l'avenue Roosevelt, Elise gara sa voiture et prit le paquet du siège passager. Avant même qu'il ne sonne, la porte s'ouvrit et deux petites silhouettes coururent vers lui. Elise, crièrent Junipé et Maisie à l'unisson, lui serrant les jambes. Bonjour, mes petites gardiennes, sourit-il en s'accroupissant pour les serrer correctement dans ses bras. J'ai apporté le jeu que j'ai promis. Nena apparut à la porte, souriant à la scène. Elise remarqua qu'elle avait l'air différente, plus détendue, plus confiante. Le nouveau travail et la stabilité lui faisaient clairement du bien. Entre, l'invita-t-elle. Je viens de faire de la limonade. À l'intérieur, Elise s'assit à la table de la cuisine avec les filles, ouvrant le jeu et expliquant les règles. C'était un simple jeu de plateau avec des cartes colorées, adaptées à leur âge. Bientôt, elles riaient et se disputaient joyeusement. Nena regardait depuis le comptoir, préparant une collation. Elles t'ont attendu toute la journée, commenta-t-elle. Elise sourit, son cœur se réchauffant. Je suis content de ne pas les avoir déçues. Pendant que les filles jouaient intensément, Nena s'approcha d'Elise. Tu as l'air fatiguée, dit-elle doucement pour que les enfants n'entendent pas. Elise haussa les épaules. Des nuits difficiles. Nena hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. Les filles ont aussi fait des cauchemars après que tu as disparu du sous-sol. Elles s'inquiétaient, se demandant si les méchants t'avaient repris. Je suis désolée pour ça, dit Elise en regardant les jumelles qui célébraient maintenant un coup réussi. Ne t'excuse pas. Elles vont bien maintenant. Et toi ? La question prit Elise par surprise. Il était si habitué à faire semblant d'aller bien, à rassurer les autres, que pendant un instant, il ne sut pas comment répondre honnêtement. Je fais face, dit-il finalement. La police a trouvé des empreintes au marché. Peut-être qu'on est proche de découvrir qui a fait ça. Nena lui toucha légèrement le bras. C'est bien, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avant qu'Elise ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était encore Laurence. Je dois prendre ça, dit-il en se levant et en allant sur le porche. Monsieur Granger, dit Laurence sans détour, nous avons trouvé Mendes. Il a avoué avoir été engagé pour l'enlèvement, mais dit qu'il ne sait pas qui est derrière. Quelqu'un l'a contacté anonymement, payé en espèces. Il doit en savoir plus, insista Elise. Je dois lui parler. Ce ne serait pas approprié, monsieur. L'enquête doit suivre les protocoles. Elise se passa une main dans les cheveux, frustrée. Depuis combien de temps sommes-nous sur cette enquête, Laurence ? 3 mois, et nous n'avons qu'un nom qui n'est même pas celui du cerveau. Je comprends votre frustration, monsieur Granger, mais nous progressons. Mendes nous a donné une description d'un intermédiaire. Nous créons un portrait robot. Quand il raccrocha, Elise remarqua que ses mains tremblaient. Il était si proche et pourtant si loin de découvrir la vérité. Il prit plusieurs respirations profondes, essayant de se calmer avant de rentrer. Dans la cuisine, les filles avaient fini le jeu et dessinaient maintenant sur du papier de couleur. Nena préparait le dîner. Reste dîner, l'invita-t-elle. Rien de sophistiqué, mais les filles seraient heureuses. Elise hésita. Il voulait retourner au bureau, faire pression sur Laurence pour plus d'informations, faire quelque chose, n'importe quoi, pour faire avancer l'enquête. Mais en regardant Junipé et Maisie, il sentit la tension se relâcher un peu. J'adorais, répondit-il. Pendant le dîner, les filles dominèrent la conversation avec des histoires de l'école, de nouveaux amis qu'elles se faisaient et des choses qu'elles apprenaient. Elise écoutait attentivement chaque mot, posant des questions, s'engageant véritablement dans leurs petites histoires. Maisie a défendu un garçon qui se faisait embêter, dit Junipé, fier de sa sœur. Il pleurait, expliqua Maisie, comme si c'était la chose la plus évidente au monde d'aider quelqu'un en difficulté.
Je ne pouvais pas le laisser seul. Élise sourit, reconnaissant dans ces simples mots le même esprit qui l'avait sauvé dans le sous-sol sombre. Elles étaient toujours les mêmes, même dans des circonstances complètement différentes. Plus tard, après que les filles se furent endormies, Élise aida Nena à faire la vaisselle. Elles sont spéciales, commenta-t-il. Elles l'ont toujours été, acquiesça Nena. Même quand nous n'avions presque rien, elle trouvait des moyens d'aider les autres. Toujours à partager, toujours soucieuse de ceux qui étaient moins bien lotis que nous. Élise resta silencieux un moment, absorbant ses mots. Je suppose que c'est pour ça que je n'arrive pas à tourner la page, admit-il finalement. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a pu me faire ce qu'ils m'ont fait. Quel est le but de tant de haine? Nena s'essuya les mains sur le torchon. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse qui ait un sens, Élise. Certaines personnes font juste des choses terribles. J'ai besoin de savoir qui, insista-t-il. J'ai besoin de regarder dans les yeux celui qui a ordonné ça et de comprendre pourquoi. Et si la réponse n'apporte pas la paix, demanda doucement Nena. Et si elle n'apporte que plus de douleur? Élise n'avait pas de réponse à cela. Une partie de lui savait qu'elle pourrait avoir raison, que découvrir la vérité pourrait ouvrir des blessures encore plus profondes. Mais une autre partie avait désespérément besoin de réponses, d'un visage à mettre sur ses cauchemars. Quand il prit congé, promettant de revenir le week-end, Élise sentit le poids de l'incertitude sur ses épaules. Il retourna en voiture à l'appartement vide, où il savait que les cauchemars l'attendaient. Le lendemain, il était dans son bureau quand Sarah entra sans frapper. « Tu as vu les nouvelles » demanda-t-elle, agitée. Élise fronça les sourcils. « Quelles nouvelles » Victor Mendes a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Apparemment, un suicide. Élise sentit son sang se glacer. Suicide? Ou est-ce que quelqu'un s'est assuré qu'il ne parlerait plus? Sarah s'assit, pâle. La police enquête, mais nous savons tous les deux ce que cela signifie, compléta Élise. Celui qui est derrière tout ça a du pouvoir. Assez de pouvoir pour atteindre quelqu'un à l'intérieur d'une prison. Cette nuit-là, Élise ne put de nouveau pas dormir. Il s'assit dans l'obscurité de son appartement, regardant la ville, se sentant plus vulnérable que jamais. Le seul témoin, le seul lien avec celui qui avait orchestré son supplice, était mort. Les pièces du puzzle étaient toujours dispersées, incomplètes. Mais une certitude grandissait dans son esprit, celui qui était derrière son enlèvement était quelqu'un de proche. Quelqu'un avec des ressources. Quelqu'un qui connaissait sa routine et ses mouvements. Quelqu'un en qui il avait confiance. Élise raccrocha le téléphone et fixa le mur du bureau. L'appel avec l'avocat avait confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. Son frère, Andrew, serait formellement accusé d'enlèvement, de tentative de meurtre et de fraude. Les preuves étaient accablantes, surtout après la découverte des comptes bancaires offshore. Le monde qu'Élise connaissait s'était effondré. Son propre frère, la personne avec qui il avait grandi, avait planifié sa mort pour de l'argent et du pouvoir. La douleur de la trahison était presque physique, comme un poids constant sur sa poitrine. Il regarda l'horloge, presque 17 heures. Sans réfléchir, il attrapa son manteau et quitta le bureau. « Annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine », dit-il à sa secrétaire en passant. 40 minutes plus tard, Élise se gara devant la maison de l'avenue Roosevelt. En sortant de la voiture, il entendit des rires venant de l'arrière-cour. Il contourna la maison et trouva Junipé et Maisie jouant avec un tuyau d'arrosage, trempée et heureuse. « Élise » cria Maisie en le voyant. Toutes deux coururent vers lui, dégoulinant d'eau. « Attention, vous allez le mouiller », avertit Nena en apparaissant à la porte arrière. Mais Élise était déjà à genoux, ouvrant les bras pour recevoir l'étreinte mouillée des jumelles. Il se fichait que son costume cher soit trempé, en fait, il le remarqua à peine. « On réparait la douche », expliqua Nena en s'approchant, et d'une manière ou d'une autre, ça s'est transformé en bataille d'eau. Élise sourit, regardant les filles qui sautaient maintenant autour de lui racontant leur journée à l'école. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda doucement Nena, remarquant quelque chose dans son regard. Élise hésita. « On peut parler après qu'elle soit endormie ?» Nena hocha la tête, comprenant. « Reste dîner. On allait faire des pizzas maison. »« Oui !» s'exclamèrent les jumelles à l'unisson. « Je peux aider ?» demanda Élise. « Bien sûr » répondit Nena, « mais tu voudras peut-être changer ses vêtements mouillés d'abord. » Élise regarda son costume trempé et rit, un son authentique qu'il n'avait pas entendu de lui-même depuis longtemps. Dans la cuisine, portant un t-shirt emprunté à un voisin et un jean que Nena avait acheté pour les urgences,
Élise aida les filles à étaler la sauce tomate sur la pâte. Non, pas comme ça, corrigea Maisie en guidant sa main. Il faut aller jusqu'au bord. Junipé plaça soigneusement des tranches de fromage, sa langue sortant du coin de sa bouche en signe de concentration. Nena observait la scène en souriant tout en coupant des légumes. C'était la 3e fois cette semaine qu'Élise se présentait pour le dîner. Depuis la découverte concernant son frère, il semblait chercher plus fréquemment refuge dans leur foyer. Fini, annonça Junipé lorsque la pizza fut assemblée. Elle est parfaite, complimenta Élise, faisant sourire fièrement les filles. Pendant le dîner, les jumelles riant au passage amusant. Pendant quelques heures, il oublia complètement ses problèmes, les audiences à venir, les gros titres sur le scandale Granger. Après les bains et les histoires du soir, une responsabilité qu'Élise assumait avec joie chaque fois qu'il était présent, les filles s'endormirent enfin. Nena trouva Élise sur le porche, regardant les étoiles avec une expression pensive. « Tu veux parler maintenant ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans la chaise à côté de lui. Élise prit une profonde inspiration. La police a conclu l'enquête. C'était mon frère, Nena. Andrew a tout planifié. Les yeux de Nena s'écarquillèrent. Ton propre frère? Mon Dieu, Élise. Apparemment, il m'a toujours envié. Quand notre père est mort, le testament m'a laissé le contrôle de l'entreprise. Andrew a reçu une part importante, mais pas le pouvoir qu'il voulait. Élise secoua la tête. Il a engagé des gens pour me kidnapper, me garder dans ce sous-sol jusqu'à ce que je signe des documents lui transférant le contrôle. Ensuite, j'aurais disparu définitivement. Nena couvrit sa bouche de sa main. C'est terrible. Le pire, c'est que je n'ai jamais rien soupçonné. On a grandi ensemble, Nena. On était proches, ou du moins, je le pensais. Je suis tellement désolé, dit Nena en lui touchant légèrement le bras. Élise regarda la maison illuminée derrière eux. Tu sais ce qui est le plus étrange? Je n'arrive pas à ressentir la colère que je devrais. Je suis triste, déçu, mais pas consumé par la haine. Je suppose que j'ai trouvé quelque chose de plus important sur quoi me concentrer. Les filles, sourit doucement Élise. Elle. Toi. Cette maison. Ce que vous m'avez donné n'a pas de prix, Nena. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Demanda-t-elle, confuse. C'est toi qui nous as tout donné. Non. Élise secoua la tête. Vous m'avez donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Un endroit où je peux juste être Élise. Pas le PDG, pas le Granger, pas la victime d'un célèbre enlèvement. Juste moi. Nena sourit, comprenant. Les enfants ont ce don. Ils voient les gens tels qu'ils sont vraiment. Je veux être plus présent, dit soudain Élise. Pas seulement des visites occasionnelles. Je veux faire partie de leur vie, si tu me le permets. Nena le regarda dans les yeux, voyant la sincérité dans son regard. Elles adoraient ça. Et moi aussi. Dans les semaines qui suivirent, Élise tint sa promesse. Il réorganisa son emploi du temps, délégua des responsabilités et fit de la place pour passer du temps avec la famille qu'il avait choisie. Le mardi, il emmenait les filles à l'école, puis allait les chercher. Le jeudi, il dînait avec elles et aidait aux devoirs. Les week-ends étaient réservés aux sorties, musées, parcs, cinéma, toujours attentifs à ce que les jumelles voulaient explorer. Au bureau, les gens remarquèrent le changement. Élise souriait davantage, semblait plus léger, moins obsédé par les chiffres et les contrats. Il commença à mettre en place de nouveaux avantages pour les employés ayant des enfants. Garderie sur place, horaires flexibles, aide à l'éducation. Tu as l'air différent, commenta Sarah lors d'un déjeuner. Élise réfléchit un instant. Je suppose que je le suis. Ce qui s'est passé avec Andrew aurait pu me détruire, me rendre amer, méfiant. Mais ça ne l'a pas fait, compléta Sarah. Non, acquiesça Élise. Parce que j'ai quelque chose pour quoi vivre maintenant. Quelqu'un pour qui vivre. Sarah sourit, heureuse de voir son frère trouver la paix après tant de souffrances. Un samedi particulièrement ensoleillé, Élise gara sa voiture devant la maison de l'avenue Roosevelt plus tôt que d'habitude. Il apportait avec lui une surprise spéciale. Nena ouvrit la porte, encore en pyjama. Élise, on ne t'attendait pas si tôt. Désolé de passer à l'improviste, sourit-il, mais j'ai une surprise pour les filles. Pour vous toutes, en fait. Les jumelles descendirent en courant quand elles entendirent sa voix. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Demanda Maisie en sautant autour de lui. Élise sortit 3 billets de sa poche. Que diriez-vous de passer la journée au parc enchanté? Les yeux des filles s'écarquillèrent.
Le parc enchanté était le plus grand parc d'attractions de la région, avec des montagnes russes, des manèges et des attractions qu'elle n'avait vues qu'à la télévision. Vraiment, murmura Junipé, comme si elle craignait que ce ne soit qu'une blague. Vraiment, confirma Ellis, si ta mère est d'accord, bien sûr. Nena regarda les visages pleins d'espoir de ses filles. Eh bien, je suppose que nous avons une excursion de prévue pour aujourd'hui. Le trajet en voiture jusqu'au parc fut rempli de conversations animées. Les jumelles n'étaient jamais allées dans un parc d'attractions et posaient 1000 questions. Qu'est-ce qu'une montagne russe? Est-ce que ça faisait mal? Le manège allait-il trop vite? Quand ils arrivèrent enfin et passèrent les portes colorées, Ellis regarda avec émotion les visages émerveillés des filles. Leurs yeux essayaient de tout absorber en même temps, les lumières, les couleurs, la musique, les manèges géants. « Par où on commence ?» demanda Nena, aussi enchantée que ses filles. « Que diriez-vous du carrousel ?» suggéra Ellis. « C'est un bon début. » Les heures suivantes furent remplies de découvertes. Le premier tour de carrousel, avec Junipé et Maisie saluant à chaque passage. Les premières montagnes russes pour enfants, avec des cris excités. La première barbe à papa, laissant des moustaches roses sur leur visage souriant. Ellis enregistra chaque instant, chaque expression de surprise et de joie. Il acheta des chapeaux de princesse pour les filles, prit des photos à côté de personnages costumés, les porta sur ses épaules quand elles se fatiguèrent de marcher. En fin d'après-midi, alors que Nena achetait de l'eau pour tout le monde, Ellis s'assit avec les jumelles sur un banc près de la place centrale du parc. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il, bien que la réponse soit évidente sur leur visage radieux. « C'est le meilleur jour de ma vie », déclara solennellement Maisie. « Le mien aussi », approuva Junipé. Ellis sentit une vague d'émotion en regardant ces deux filles qui, sans le savoir, avaient sauvé non seulement sa vie, mais aussi sa capacité à aimer et à faire confiance. Il s'agenouilla devant elles, tenant une de leurs mains dans chacune des siennes. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » dit-il doucement. « À partir de maintenant, vous aurez tout ce que vous avez toujours voulu. Et je serai toujours là. »« Promis ?» demanda Junipé, ses grands yeux fixés sur lui. « Promis ?» répondit Ellis avec conviction. « Même quand on sera de vieilles dames ?» insista Maisie. Ellis rit. « Même quand vous serez de vieilles dames. » Nena revint avec les bouteilles d'eau, surprenant la fin de la conversation. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ellis, et une compréhension silencieuse passa entre eux. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir que quelque chose de spécial se passait là. Une famille se formait, non par le sang, mais par le choix et l'amour. Les semaines se transformèrent en mois. L'hiver vint et passa, laissant place à un printemps vibrant. À la maison de l'avenue Roosevelt, la routine incluait désormais Ellis comme une partie permanente. Un dimanche après-midi, Nena regardait depuis le porche Junipé et Maisie jouer dans le jardin. Ellis avait installé un petit système d'irrigation, et les filles avaient découvert qu'elles pouvaient créer de la pluie en allumant les arroseurs. Elles ne se lassent jamais de jouer avec l'eau, commenta Ellis en rejoignant Nena avec 2 tasses de café. Nena sourit en acceptant la tasse. C'est nouveau pour elle d'avoir de l'eau à disposition. Dans l'ancienne maison, on économisait chaque goutte. Ellis hocha la tête, comprenant. Ils s'assirent côte à côte, regardant les filles dans un silence confortable. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein de paix, de contentement, d'appartenance. « Mon avocat a appelé hier », dit Ellis après un moment. Andrew a accepté l'accord de plaidoyer. Il plaidera coupable en échange d'une peine réduite. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» demanda Nena. Ellis réfléchit à la question. « En paix, je suppose. Je ne veux plus vivre avec la colère ou la peur. Il a fait son choix. Maintenant, je dois avancer dans ma vie. » Nena lui toucha doucement la main, un geste simple mais rempli de compréhension. Dans le jardin, Junipé remarqua Ellis sur le porche et donna un coup de coude à sa sœur. Toutes deux laissèrent immédiatement leur jeu et coururent vers lui, mouillées et souriantes. « Ellis, viens voir ce qu'on a trouvé », appela Maisie en le tirant par la main. Ellis sourit à Nena et se laissa conduire par les filles jusqu'à un petit buisson dans le coin du jardin. « Regarde », pointa Junipé en écartant soigneusement quelques feuilles pour révéler un nid avec 3 œufs bleuâtres. « Waouh !» admira Ellis en s'agenouillant pour mieux voir. « Ce sont des œufs de merle. Il faut faire attention à ne pas effrayer la mère. »« On peut s'en occuper ?» demanda Maisie. « L'oiseau-maman s'en occupe mieux », expliqua Ellis. « Mais on peut regarder de loin, voir quand les oisillons écloront. » Les filles hochèrent solennellement la tête, acceptant la mission de surveiller le nid à distance.
Depuis le porche, Nena observait la scène avec le cœur plein. Ellis, qui était autrefois l'homme d'affaires solitaire et puissant, était maintenant à genoux sur l'herbe mouillée, enseignant patiemment à ses filles les nids d'oiseaux. Quand ils retournèrent sur le porche, Ellis avec sa chemise mouillée par les câlins des filles, Nena ressentit une profonde certitude. C'était leur famille maintenant. Pas traditionnelle, pas conventionnelle, mais réelle et solide, comme la maison qu'il habitait. Les filles retournèrent en courant dans le jardin pour d'autres aventures, et Ellis s'assit de nouveau à côté de Nena. « Tu sais, dit-il en regardant les jumelles jouer, j'ai passé toute ma vie à croire que le succès signifiait plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. » « Et maintenant ?» demanda Nena. Ellis sourit en la regardant. « Maintenant, je sais que ça signifie ça. Être ici. Appartenir à quelque part. Aimer et être aimé inconditionnellement. » Nena hocha la tête, comprenant parfaitement. « Ils t'ont sauvé, et toi aussi. »« Nous nous sommes tous sauvés les uns les autres, » ajouta Ellis. Les filles leur firent signe depuis le jardin, les appelant pour voir une nouvelle découverte. Ellis et Nena se levèrent ensemble, répondant à l'appel qui était devenu le centre de leur vie. Là, au milieu des rires d'enfants et d'une paix durement gagnée, ils savaient tous, sans avoir besoin de le dire, c'était l'amour qui les avait tous sauvés. Un amour qui avait commencé avec de petites mains offrant de l'eau dans un sous-sol sombre et qui s'épanouissait maintenant sous le soleil d'une nouvelle vie partagée. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.